Bien, nous voilà donc arrivés à la 15e séance relative à l'exposé de la méthode de Kern de manière détaillée. Nous avions entamé les étapes 1, 2 et 3, et même 4. Nous étions arrivés à ceci, c'est-à-dire à la 5e étape, à savoir l'estimation de la surface externe requise pour assurer une certaine consigne qui est de transférer une certaine puissance thermique depuis le fluide chaud vers le fluide froid. Cette surface, comme je l'avais dit, se base, pardon, non, c'est pas ce que je voulais dire. U0 se base sur la surface externe, et celle-ci, grand S, est la surface totale de votre échangeur, à savoir, c'est la surface latérale d'un tube, la surface latérale d'un tube extérieur, évidemment, multipliée par le nombre de tubes. Bien, nous étions donc arrivés à cette étape, la 5e étape, que j'avais présentée également, où il s'agissait de faire le quotient de la puissance calorifique échangée par U fois F delta ml. Nous obtenions en conséquence la valeur de la surface d'échange totale de notre échangeur en se basant sur une estimation du coefficient de transfert thermique global de notre échangeur. Je voulais juste rajouter ça parce que ça n'a pas été fait avant, mais j'avais déjà parlé de ceci quand j'ai exposé de manière très succincte la méthode de Kern lors de la 12e séance. À présent, nous abordons donc la 6e étape où on va faire donc le choix de l'échangeur, du matériau avec lequel il est fait, des diamètres, des longueurs des tubes, de l'alignement, etc. C'est ce que je présenterai aujourd'hui. Je crois que je présenterai les 3 premiers points. Donc je commence par ceci. D'abord, nous pouvons, grâce à ce que nous avons obtenu, en l'occurrence la surface d'échange totale, déterminer le nombre de tubes total nécessaire pour pouvoir assurer cette consigne. Il suffit donc de rapporter la surface totale par la surface externe d'un tube. La surface externe d'un tube étant égale à 2πr de L, ou bien pi d 2L. La surface globale que nous venons de trouver lors de l'étape numéro 5 nous permet d'obtenir le nombre total de tubes qui va être inséré au sein de notre calandre. Donc ça, c'est juste un peu ce que j'ai dit. La surface totale externe des tubes, c'est le nombre de tubes total fois la surface latérale d'un tube, c'est-à-dire la surface latérale externe d'un tube, 2πr de L ou bien pi d de L, sachant que d2 c'est le diamètre extérieur des tubes, comme il a été fait lors des applications précédentes, et d1 est le diamètre intérieur des tubes. Les rayons R1 et R2 désignent respectivement le rayon intérieur et extérieur des tubes. Bien. Alors, je vais parler de cette correction. On va à présent détailler le premier point, c'est-à-dire le matériau avec lequel est constitué, ou bien sont constitués les tubes. Donc ça a été fait. Non, oui, pardon. Avant cela, il y a une petite remarque à faire. Elle concerne le nombre de tubes que je viens juste de vous présenter. Nous avons dit que nous avions fait le choix d'un nombre de passes côté tube égal à 2. Si je dis ça, quand je vais calculer la valeur de 1t, le nombre de tubes total, il faut que je fasse attention. En effet, ce nombre doit être pair. Pourquoi? Tout simplement puisque s'il y a 2 passes côté tube, si par exemple j'ai 100 tubes, je dois mettre 50 tubes dans la première passe et 50 tubes dans la seconde passe. Je ne pourrai pas le faire si j'ai un nombre de tubes impair. Et donc je vais considérer avec vous un exemple rapide, c'est juste pour vous éclaircir un peu les choses. Le voici, donc je prends un exemple, par exemple, comme on vient de le faire.
nous avons supposé que le nombre de passes côté tube était égal à 2. Et si par exemple, à travers mes calculs, j'obtiens cette valeur-là, il faudra arrondir. Évidemment, dans ce cas, il n'y a pas de souci, puisque quand je vais arrondir au supérieur, je vais trouver 100. Et 100, c'est 50 tubes dans la première passe et 50 tubes dans la seconde passe. Maintenant, prenons un autre exemple qui n'est pas sympathique, on va dire. Le voici. Après tout calcul, je trouve cette valeur du nombre de tubes. Évidemment, le nombre de tubes, c'est un chiffre entier. Donc, je vais arrondir. Mais pour arrondir, si j'arrondis sans faire attention, je vais prendre 101. Or, le nombre de passes côté tube est égal à 2. Par conséquent, je ne pourrai pas diviser ce chiffre et obtenir deux quantités égales, c'est-à-dire un nombre de tubes égal aussi bien dans la première que dans la deuxième passe. Donc voici, si je ne fais pas attention, je vais trouver 101 tubes, c'est un chiffre impair, et par conséquent, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut arrondir au supérieur, mais il faudrait que ce supérieur soit pair, c'est-à-dire il faut aller jusqu'à 102 de manière à obtenir un chiffre pair, aussi bien dans la première passe que la seconde passe, c'est-à-dire 51 tubes. Voilà, c'était une toute petite remarque par laquelle il fallait passer pour pouvoir un peu cerner ce nombre de tubes que je viens juste de présenter au niveau ici. Donc je continue maintenant et je vais aller m'occuper, si vous le voulez bien, du matériau avec lequel sera constitué le tube. Donc on va commencer comme ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas encore. Je me trompe encore. Je vais d'abord parler de la longueur effective. Ouais. Donc les plaques tubulaires, que je vais noter PT, elles servent globalement à maintenir les tubes. Une fois que les tubes sont placés, on avait dit qu'ils subissaient soit une soudure, ou alors un dimensionnage pour pouvoir les fixer. Et en plus de cela, elles ont un deuxième rôle, c'est d'isoler les fluides qui circulent dans les deux circuits. C'est-à-dire que le fluide qui circule dans le circuit tube doit être isolé de celui qui circule dans le circuit calandre. Alors, maintenant voilà, quelle épaisseur considérée pour cette plaque tubulaire? La plaque tubulaire, quelle est son épaisseur que j'ai noté grand E, indice PT? Eh bien, si le diamètre extérieur des tubes est inférieur ou égal à 1 inch, c'est-à-dire 25,4, eh bien l'épaisseur de la plaque tubulaire, elle doit être égale à 25,4 mm. C'est ce que je dirais dans le premier cas. Donc si l'épaisseur du tube, celui qui va être inséré au sein de cette plaque tubulaire, eh bien ce tube a un diamètre extérieur de 25,4, c'est-à-dire 1 inch, eh bien cette épaisseur, l'épaisseur de la plaque tubulaire, elle va être égale à exactement à 1 inch. Donc il faudrait pour cela que le diamètre soit inférieur ou égal à 25,40, c'est-à-dire 1 inch. Mais le second cas il est intéressant aussi. Si ce n'est pas le cas, si le diamètre est supérieur strictement à 25,4, que faire? Eh bien dans ces conditions, il faudrait que l'épaisseur de la plaque tubulaire soit exactement égale au diamètre extérieur du tube. C'est-à-dire qu'elle va suivre le diamètre des tubes. L'épaisseur de la plaque tubulaire va être égale à l'épaisseur des tubes. Et maintenant, je vais aller parler de ce que je disais tout à l'heure, c'est la correction de la longueur L. La correction de la longueur L des tubes. C'est ce que je vais faire là maintenant dans cette diapositive. Alors, nous avons dit, que l'épaisseur de la plaque tubulaire dépendait du diamètre extérieur des tubes. Ok. Maintenant, comment va-t-on nous avons aussi dit que le tube, quand il est soudé à la plaque tubulaire, une partie va être, elle va être à l'intérieur de la plaque tubulaire elle-même. Si l'épaisseur est grande, ça pourrait poser problème. Donc nous allons maintenant corriger cette longueur à l'aide d'une longueur effective, que je vais présenter ici. Donc voilà comment ça se passe. Donc voici une plaque tubulaire que je viens de présenter, dans laquelle je vais insérer les tubes pour qu'ils puissent subir une soudure de ce côté-ci, ou alors un dimensionnage. Donc comment va-t-on déterminer la longueur effective, celle qui va être concernée par le transfert thermique? La longueur qui va être concernée par le transfert thermique. Eh bien, voilà comment ce qu'on va faire. En fait, il suffit de lui retrancher cette épaisseur.
l'épaisseur du tube doit être retranchée. Donc voici ma plaque tubulaire, la voici, elle a une certaine épaisseur, que voilà. La longueur que j'ai des tubes, qui sont standardisés, qu'on verra dans un instant, c'est la suivante. Par conséquent, quelle est la longueur effective? Celle qui participe au transfert thermique, celle qui va être baignée par le fluide qui circule côté calandre et qui va être mis en communication indirecte évidemment avec le fluide qui circule côté tube. Eh bien, c'est celle qui ne va pas être comprise à l'intérieur de cette plaque tubulaire. Donc, il faudrait que je retranche l'épaisseur de la plaque tubulaire. Donc, ça va être comme ceci. Donc, L effective, la longueur effective, ça sera la longueur totale, celle que je vais mettre ici, celle qui va être standardisée, à laquelle je vais retrancher l'épaisseur de la plaque tubulaire. Maintenant, il y a une petite nuance à garder. C'est lorsque j'ai affaire à un échangeur à plaque tubulaire fixe. Par conséquent, il va y avoir deux plaques tubulaires. Maintenant, si j'ai le deuxième cas, c'est-à-dire un tube en U, l'échangeur à tube en U ou bien l'échangeur à tête flottante, il n'y a évidemment dans ce cas qu'une seule plaque tubulaire fixe. Qu'une seule plaque tubulaire fixe. Par conséquent, donc voilà à quoi va être égale la longueur effective, c'est la longueur totale des tubes moins le nombre de plaques tubulaires multiplié par l'épaisseur de la plaque tubulaire. Donc pour ne pas me compliquer un peu la notation dans tout ce qui va venir, cette longueur effective, je vais l'appeler L. Et ça voudra dire qu'elle sera déjà corrigée. Donc voilà ce qu'il fallait dire à propos de cette longueur effective. Et maintenant, comme je l'ai dit et je l'ai annoncé beaucoup trop tôt, je vais m'occuper normalement du matériau avec lequel est constitué ou bien avec lequel sont constitués les tubes. Donc voilà un peu la sixième étape que voici. Oui, ça c'est une remarque juste pour qui va venir en son temps, mais puisqu'elle a été mise ici, c'est pour vous donner un peu la nomenclature anglo-saxonne, comment est-ce qu'on désigne le diamètre intérieur-extérieur. Comme je vous l'ai dit, dans mon cours, je désigne les diamètres déjà par un petit d, non pas un grand D, sauf celui de la calandre et celui du faisceau qui viendront. Mais sinon, c'est un petit d. J'appelle 1 et 2 les diamètres intérieurs pour D1 et le diamètre extérieur pour D2. Dans la nomenclature anglo-saxonne et dans le cœur de pratiquement tous les ouvrages, ils appellent ça OD et ID. O pour outer, I pour inner. Voilà. C'était juste pour une petite remarque qui est placée ici en note de bas de page. Donc je continue. Donc le matériau avec lequel sont faits les tubes, on en avait déjà parlé lors d'une précédente séance. C'est au niveau de la diapositive numéro 26, mais que dit-on globalement? Nous avons dit en fait que le matériau avec lequel sont faits les tubes dépendent de l'application, des fluides en circulation et des risques encourus. Ils seront non métalliques, c'est-à-dire en plastique, en graphite, en verre ou en céramique, quand cela sera possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction entre les fluides et les parois, ou alors métalliques en acier, en cuivre et en aluminium ou bien en alliage. Donc nous avons dit aussi, par rapport à ces tubes, lorsqu'ils sont métalliques, ils sont généralement en acier au carbone. Ce sont des tubes en acier au carbone. Sinon, vous avez les autres, pour lorsque vous avez des produits corrosifs, ils vont être alliés. Ou alors ce sera en aluminium ou le cuivre, lorsque j'ai affaire aux basses températures, ou alors en laiton lorsqu'il s'agira de l'eau de mer. Notons également que dans le cas des fluides radioactifs, par exemple ceux qui seront mis en circulation dans les centrales nucléaires, mais également dans le cas des fluides hautement toxiques, l'épaisseur des tubes est doublée. C'est une espèce de double paroi qu'on va avoir. Autrement, dans tous les autres cas, ce sont de simples tubes qui ne présentent qu'une seule épaisseur. Donc la double épaisseur, elle est faite lorsque j'ai affaire à un produit hautement dangereux, toxique ou alors radioactif. Bien, il y a une dernière remarque que je voudrais faire à propos des tubes, avant d'aller dans leur dimension. Dans presque toutes les applications, les tubes sont nus. En anglais, vous trouverez le terme bare, B-A-R-E. Cependant, pour les gaz, comme on l'a vu à l'occasion des ailettes, je reprends toujours ce chapitre que nous avons vu au premier semestre lors du
du deuxième module relatif au transfert thermique. Bien, lorsque vous avez affaire à des tubes qui vont être baignés du côté extérieur dans des gaz ou bien des fluides pour lesquels le coefficient de convection est très faible, eh bien, ces tubes vont présenter sur la surface externe des ailettes de faible longueur, de petites, très faibles longueurs. On va mettre des surfaces étendues, des ailettes pour pouvoir augmenter les échanges thermiques entre l'intérieur et l'extérieur. Donc nous l'avons déjà signalé ça à l'occasion du module du premier semestre dans lequel nous disions que les ailettes n'ont aucun rôle à jouer, ou bien elles ne sont pas du tout judicieuses à placer si vous avez affaire à un liquide en circulation en régime turbulent, par exemple, ou alors carrément juste un liquide, puisque les coefficients de convection des liquides sont beaucoup plus importants que ceux des gaz. Donc c'est un peu ce que je pouvais dire à propos des tubes. On va à présent maintenant aller et décider de ce diamètre. Quel diamètre choisir d'un tube? On a parlé du matériau, maintenant on va aller pour parler en longueur des diamètres extérieurs des tubes, des deux, ce qu'on vous trouverez comme OD, Outer Diameter. Et on va aussi parler de la fameuse codification BWG, Birmingham Wire Gauge. Alors on commence, on avait déjà présenté ça. Donc voici le tableau que j'avais présenté dans la diapositive numéro 42. Ce sont des tubes de diamètre standardisé, c'est-à-dire que vous ne trouverez pas le diamètre que vous cherchez. C'est-à-dire quelqu'un dirait, je veux un diamètre de 19,5, il n'est pas disponible. Voici ce que vous avez sur les marchés en millimètres. Vous ne pouvez pas trouver un diamètre intermédiaire. Voici la standardisation, ce qu'elle vous donne. Bien, voici ici, c'est en inch. Donc vous avez ici les diamètres qui sont disponibles chez les fournisseurs. Et usuellement, dans les échangeurs thermiques, les diamètres varient globalement de 16 mm jusqu'à 50 mm, soit de 5/8 de inch jusqu'à 2 inches. Comme, c'est juste une petite remarque, comme 16 mm, ce n'est pas exactement 5/8 de inch, puisque 5/8 c'est 15,88, comme ici le 2 c'est pas exactement 50 mm, généralement on démarre de 3/4 jusqu'à, ceci jusqu'à 44,5, mais c'était juste une remarque comme ça que je disais. Donc voici un peu les diamètres qui sont offerts, et vous remarquerez que j'ai affaire soit au petit diamètre, lorsque ces derniers, leur diamètre variait de 16 mm jusqu'à 25 mm, on appellera ça les petits tubes. Si les tubes ont une dimension petite, c'est-à-dire leur diamètre extérieur est petit, ceci est très intéressant. Pourquoi? Parce que du coup, le diamètre de la calandre, celle qui va recevoir tous les tubes, tout le faisceau, le diamètre de la calandre, le diamètre du faisceau, étant donné qu'il va être petit, réduit à cause de la taille des tubes, la calandre ne va pas être très importante. Le diamètre ne va pas être très important. Son diamètre ne va pas être très important. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, le coût d'un échangeur est directement proportionnel au diamètre de la calandre. Plus elle est grande, plus le coût est important. En conséquence, à chaque fois que le diamètre de la calandre sera faible, c'est-à-dire pour les petits tubes, il est très intéressant de les utiliser. En revanche, pour les tubes que j'appellerais tubes larges, le diamètre de la calandre sera très important dans ce cas. Il sera très important. C'est vrai que d'un point de vue encrassement, puisque les tubes sont grands, l'intérieur va facilement être on va pouvoir facilement le nettoyer, puisque les dimensions sont plus grandes, mais en revanche, le coût va être très important. C'est ce que j'ai dit ici, à partir, puisque le diamètre de la calandre DC, D1DC, est faible, puisque ce sont de petits tubes, le diamètre du faisceau tubulaire va être faible. En conséquence, puisque nous avons dit ici, à une remarque, la voici, plus DC augmente,
plus le coût est élevé. Et j'ai lu que c'était carrément proportionnel. Il y avait une proportionnalité entre le prix, le coût d'un échangeur et le diamètre de la calandre. Donc il serait plus intéressant de travailler avec des petits tubes, c'est-à-dire se situer entre 16 et 25, pour en fin de compte avoir un diamètre de calandre faible, afin que les coûts ne soient pas très élevés. Bien, on va maintenant décider du choix. Nous avons dit qu'il fallait choisir les petits tubes, mais que choisir? 15, c'est-à-dire 5 huitièmes, 19,5, 22,23 ou alors 25,4. En fait, nous allons nous placer dans le cas de 19,5 comme diamètre extérieur pour pouvoir démarrer, amorcer les calculs. Bien, donc nous choisirons ce diamètre pour pouvoir démarrer nos calculs. Alors, c'est tout ce qu'on pouvait dire, je crois. Maintenant, on va parler, avant cela, oui, on va parler un peu de l'épaisseur du tube. Une fois qu'on a parlé du tube, qu'il fallait le choisir petit pour des raisons économiques, évidemment, n'oublions pas aussi le revers de la médaille, plus ils sont petits, plus l'encrassement intérieur du tube est très important également. Donc il ne faut pas perdre ça aussi de vue. Donc nous avons décidé de choisir des diamètres des tubes de diamètre 19, égal à 19,05 mm, c'est-à-dire 3/4 de inch. Maintenant, quelle doit être l'épaisseur du tube? En fait, cette épaisseur, elle est choisie pour résister aux grandes pressions qui règnent à l'intérieur des tubes et pour aussi donner une tolérance de corrosion adéquate. C'est-à-dire même s'il y a de la corrosion, le tube ne va pas rapidement s'éroder. Alors voilà, nous allons maintenant dans la prochaine diapositive décider selon les standards BWG de l'épaisseur que nous allons devoir choisir afin de dimensionner notre échangeur. Alors on y va. Je sais pas, pardon. Ah oui, voilà. On va essayer maintenant de déterminer l'épaisseur des tubes, évidemment, soit avec en inch, soit en millimètres. Donc on va y aller. Nous avons donc décidé de choisir une épaisseur de 19,05 mm, c'est-à-dire un tube petit, pour pouvoir minimiser le coût de l'échangeur. Évidemment, je le redis encore, le souci c'est que plus ils sont petits, plus les encrassements, c'est-à-dire les dépôts sur les parois sont très importants. Il ne faut pas perdre ça de vue. C'est pour ça que je n'ai pas pris, le diamètre, le 5 huitième, le 16 mm, je n'ai pas pris. Le 16 mm, je l'ai évité pour des raisons de nettoyage interne des tubes. Donc j'ai évité le 16 et bien sûr tout cela. Hein. Tout ce qui est inférieur à ça, je l'ai évité parce que ce sont des tubes trop petits et donc il allait y avoir un encrassement certain de ces tubes. Donc nous avons évité tout cela en considérant D2 égale à 19,05. Bien, donc concentrons-nous sur le 19,05 puisque c'est le diamètre que nous avons choisi pour amorcer, pour démarrer les calculs. Donc nous avons globalement ces valeurs de BWG, de 10 à 18, à faire attention. Le numéro que vous voyez de BWG, le 10, 12, etc., jusqu'à 18, augmente. Cependant, l'épaisseur, elle n'augmente pas, elle diminue. Quand vous augmentez le BWG, l'épaisseur du tube diminue. Voilà. Alors on va maintenant faire un zoom. En fait, on va se concentrer sur la région centrale, sur les valeurs intermédiaires centrales. C'est celles-là avec lesquelles
c'est celle-là que nous choisirons pour pouvoir dimensionner notre échangeur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude, on choisit 16. Donc ce sont ces valeurs qu'on pourra choisir, c'est-à-dire quand je dirais j'ai un tube de 19,05 mm et je choisis une BWG de 16, ceci veut dire que l'épaisseur sera de 1,651 mm et par conséquent, le diamètre intérieur du tube, il fera, quant à lui, 15,748 mm. Voilà. Bien, qu'est-ce que je dis ici? Ça a déjà été dit, pour réussir la pression, aux grandes pressions qui règnent côté interne des tubes, et aussi pour donner une certaine tolérance de corrosion au tube. Alors on continue. Je ne sais pas s'il y a une autre remarque. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit. La BWG16 est celle qui est le plus largement utilisée. Donc nous la choisirons par conséquent. Donc voilà, nous avons choisi un diamètre extérieur D2 de tube égal à 19,05, une BWG16, par conséquent le diamètre intérieur le voici, c'est pas la peine de le noter. Et maintenant, nous allons aller un peu plus loin et essayer de résumer tout ça. Alors j'y vais. Nous avons dit que nous avions affaire au tube qu'on classifiait comme étant petit lorsque le diamètre extérieur variait de 16 mm jusqu'à 25 mm et qu'on les classifiait comme étant long lorsque ce diamètre variait de 25 jusqu'à 50 mm. Les gros diamètres étaient réservés aux fluides encrassants, aux fluides salissants, et les faibles tubes procuraient des coûts moindres, un coût moindre de l'échangeur. Donc, alors maintenant, nous avons déjà déterminé le nombre de tubes. Nous avons dit qu'il était égal à S, la surface globale d'échange de l'échangeur, rapportée à la surface latérale d'un tube, pi de 2L. Quelle longueur choisir? Alors c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Est-ce qu'il faudrait aller vers des tubes longs ou alors des tubes courts? C'est ce que je vais essayer de détailler dans cette diapositive. Alors, puisque nous avons dit qu'il fallait aller vers les petits tubes, ceci implique malheureusement que je vais avoir un nombre élevé de tubes. Donc pour ne pas augmenter le nombre de tubes, je peux jouer sur la longueur. On va prendre une longueur très importante des tubes. Et donc je vais avoir un faisceau qui n'aura pas un diamètre très important. Dans le deuxième cas, je vais choisir, si j'avais choisi des tubes larges, c'est-à-dire de diamètre important. Il est vrai dans ce cas que le nombre de tubes va être moindre. En revanche, le diamètre de la calandre sera plus important, puisque les tubes vont causer un encombrement. Et on l'a dit, le coût va être important. Le coût va être important. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Je continue, je crois que c'est pas... Donc on va parler de cette longueur, comment la choisir. D'abord, j'avais commencé par dire ça. Nous sommes en train de travailler avec une longueur effective, c'est-à-dire une longueur à laquelle nous avons retranché l'épaisseur de ou des plaques tubulaires. Mais nous avons dit aussi, donc ce sera le L que je suis en train de vous présenter, c'est la longueur de la calandre, d'un point de vue thermique, une fois que nous avons retranché les épaisseurs des plaques tubulaires. Mais la longueur totale, c'est pas celle-là, puisqu'il faudrait adjoindre à ceci, la longueur totale, ça serait, puisque de l'échangeur, je dis bien, hein, la longueur totale de l'échangeur, il faudrait adjoindre à elle l'épaisseur des plaques tubulaires évidemment, mais plus l'étendue des boîtes de distribution. Ça serait
pour savoir quelle est la dimension totale de l'échangeur d'un bout à l'autre. C'est ce que je vais résumer ici. Donc les longueurs, les voici, elles sont standardisées comme les tubes, comme leur épaisseur, elles sont standardisées comme ceci. Vous avez en feet, ça va de 6, 8, 12, 16, 20 et 24. En mètres, les voici. 1,83 mètres, 2,44, 3,66, 4,88, 6,10 et 7,32 mètres. 7,32 mètres. Vous avez, comme pour les tubes, ce sont des longueurs standards. On ne peut pas trouver un tube chez un fournisseur, par exemple, on va dire qu'il fasse 5 mètres. C'est à vous de le couper pour qu'il fasse cette longueur-là. Donc, comme on l'a dit, la longueur de la calandre correspond à la longueur des tubes. Si on veut avoir la dimension de l'échangeur, la longueur totale de l'échangeur, il faudrait rajouter la longueur des plaques ou de la plaque tubulaire, plus la longueur correspondant à l'étendue de la boîte avant et de la boîte arrière. De la boîte avant et de la boîte arrière. Continuons. Alors ça, c'était un peu pour rappeler que nous travaillons avec le petit tube. Donc voilà ce qu'il faudrait maintenant, sur quoi il faut se concentrer. Nous avons dit que nous devions travailler pour avoir un échangeur compact et avoir un moindre coût. Nous devions travailler avec les petits tubes, de manière à avoir un diamètre de calandre faible. Ok, maintenant la longueur, comment est-ce qu'elle va être? Elle va être tributaire de ce choix. La longueur, on le sait, plus elle augmente, plus le nombre de tubes diminue. Plus le nombre de tubes diminue. Bien. Par conséquent, pour une surface donnée, si j'utilise des tubes longs, ceci réduira le diamètre de la calandre, et c'est très intéressant d'un point de vue coût. Et évidemment, bien sûr, le nombre de tubes. Et c'est pour ça que la calandre va être réduite, parce qu'il y a moins de tubes. Alors la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on va aller directement choisir 24 feet, c'est-à-dire 7,32 mètres, 6,10, comment faire son choix? C'est ce qu'on pose comme question. Est-ce qu'il n'y a pas de limite? N'y a-t-il pas une limite à tout cela? Nous avons compris qu'il fallait choisir des tubes longs pour pouvoir faire en sorte que le diamètre de la calandre soit petit, puisque les tubes longs, ceci implique un nombre de tubes réduit, ce qui va me réduire l'encombrement. Ok, mais quelle est cette limite? Je ne sais pas, oui, ce sont des longueurs standardisées. C'est ce qu'on va essayer de voir à travers la prochaine diapositive. Non, pas encore. Le coût, oui. Ce coût, quand je dis coût, le coût va être réduit par rapport à des facteurs tels que l'agencement, l'installation et l'entretien d'un échangeur. D'accord? Bien. Alors on y va. Nous avons dit, tout ceci est résumé ici dans la prochaine diapositive. La voici, c'est la numéro 259. Alors y a-t-il une limite à ce choix, puisque nous avons décidé de choisir les petits tubes pour avoir des coûts faibles, par conséquent les tubes doivent être longs. Est-ce qu'il y a une limite? Bien oui, il y a une limite qui va être dictée par quoi? D'abord par l'encombrement. L'espace disponible, vous le savez, quand je vais devoir retirer et insérer le faisceau de l'échangeur, il me faut de la place. Donc en fait, je ne peux pas choisir comme je veux. Si je suis dans un atelier et qu'il y a un mur devant l'échangeur, je ne pourrai pas faire comme je veux. Donc en fait, ça dépendra de l'espace disponible en face de l'échangeur. Comme ceci. Donc oui, voilà. Elle dictée par un espace disponible. Il y a une diapositive qui va expliquer tout ceci. Mais globalement, il faudrait que le rapport L sur D étant le diamètre de la calandre, L sur DC, entre dans cette gamme, ou bien varie dans cette gamme. L sur le diamètre de la calandre, il doit varier entre 5 et 10. Ça doit varier entre 5 et 10. Il faut toujours vous assurer que L sur D, la longueur de vos tubes, rapportée au diamètre de la calandre, doit varier de 5 à 10. Alors la question qu'on pourrait se poser, pourquoi se base-t-on sur le diamètre de la calandre, puisqu'on est en train de parler de diamètre de tube, et non pas de diamètre de la calandre? En fait, le nombre de tubes dépend du diamètre de la longueur des tubes. Ok. Et le nombre de tubes, lui, il correspond en conséquence...
que je disais? Oui, le nombre total de tubes, lui, correspond en conséquence le diamètre de la calandre et non pas celui des tubes. C'est pour ça que le critère se base sur le diamètre de la calandre et non pas le diamètre des tubes. Bien, il y a une toute petite remarque que je dois dire ici à ce niveau-là par rapport à cette limite supérieure. Dans certains ouvrages, j'ai vu qu'il disait « ce rapport peut varier entre 5 et 15 » et non pas 10 et 15. Mais j'ai trouvé ça uniquement dans quelques références et donc j'ai pas voulu mettre 15 parce que j'ai pas trouvé ça sur le CNOT ni sur aucun ouvrage que j'ai consulté, sauf sur de très rares références sur le net, donc j'ai pas voulu les mettre. Alors, c'est ce qu'il y avait à dire à propos de, il y a une remarque, c'est ce que je viens de dire. Oui, c'est ce que je viens de dire. Le rapport L sur D, ou bien carrément cette inégalité, se base sur le diamètre de la calandre et non pas le diamètre des tubes, extérieur du tube, car le nombre de tubes, 1T, c'est lui qui détermine le diamètre de la calandre. 1T, lui, le nombre de tubes, dépend du diamètre extérieur du tube et de leur longueur. On a vu 1T est fonction de D2 et de L. Donc c'est 1T qui détermine DC. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire à propos de cela? Oui, quelles sont les longueurs qui sont communément utilisées? Ben, c'est ça qui varie entre 8 et 16 feet, 8 jusqu'à 16 feet, c'est-à-dire 1,83, 2,44, 3,66 et 4,88. Celles qui sont en rouge. Ce sont les longueurs communément utilisées. Mais dans tous les cas, il faut s'assurer que L sur DC varie dans cette gamme. D'abord, expliquons un tout petit peu qu'est-ce que c'est que cette phrase-là que j'ai mise. Elle est dictée par l'espace disponible. C'est ce que je vais vous présenter dans la prochaine diapositive, ou bien dans les deux prochaines diapositives, normalement. Alors, nous avons dit que plus elle est grande, ça on l'a dit, ça fait très longtemps, le faisceau sera moins rigide. La rigidité est beaucoup moindre à mesure qu'elle augmente. Bien. Alors pourquoi j'ai dit ça? Hormis les échangeurs à plaques tubulaires fixes, pour lesquels, donc je l'ai compris, je ne peux pas extraire le faisceau puisque les plaques tubulaires sont fixées à la calandre, eh bien il faudrait qu'il existe un espace libre dans l'axe de l'échangeur pour pouvoir extraire et insérer le faisceau. Je m'explique. Voilà ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que cette longueur-là, que j'ai prévue des tubes, je peux choisir cette longueur si et seulement si j'ai de l'espace en face de l'échangeur, ici, comme je l'ai dit, dans l'axe de l'échangeur, suffisant pour pouvoir extraire. Donc j'enlève, d'abord je vais vous montrer à travers cette animation, je vais déboulonner toute la boîte avant, donc j'enlève les boulons qui relient la boîte avant. Là, ça c'est un tube en U, hein, c'est une tête flottante. C'est une tête flottante de type T, puisque le diamètre du capot est exactement égal au diamètre de la calandre. Donc j'ai déboulonné la boîte avant, qui porte bien sûr les deux tubulures, comme on l'a dit, puisqu'il y a deux passes ici. Et je vais enlever la boîte avant, comme ceci. Là maintenant, je pourrais extraire mon faisceau tubulaire comme ceci. Donc vous l'avez compris, pour pouvoir extraire, il faudrait que j'ai assez de place. J'ai assez de place dans l'axe de l'échangeur. S'il y a un mur ici, je ne pourrais pas choisir cette longueur. C'est ce que je suis en train de vous faire. Là, vous allez voir une photo qui nous montre ça clairement. Regardez ici, vous avez une extraction, ou alors l'inverse, une insertion, je ne sais pas, d'un faisceau à l'aide d'un extracteur hydraulique et une grue.
Donc vous avez ce système qui va extraire ou bien insérer, je ne sais pas ce qui se fait là, peut-être une extraction, je ne sais pas, parce qu'ici c'est déjà enlevé, peut-être une extraction, ou bien on vient insérer le tube. Et vous allez voir une deuxième photo, là voici, où vous voyez apparaître, comme tout à l'heure, un extracteur hydraulique avec une grue. Là, c'est une grue beaucoup plus grande, je crois que c'est une 60 tonnes, pour toujours extraire le faisceau. Donc vous avez compris que il doit y avoir dans l'axe d'échangeur un espace suffisant pour pouvoir dégager mon faisceau, ou alors l'insérer. Ceci veut dire que la longueur des tubes, je ne peux pas la choisir comme je veux, il faudrait prévoir ça. Il faudrait que dans votre usine ou votre entreprise, il y ait assez de place. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de la longueur des tubes. On va maintenant faire une petite halte par rapport au tube en U. Donc nous l'avons compris, L sur DC, c'est ce qui va m'aider à trouver la longueur, doit se situer entre 5 et 10. Pour les tubes en U, on va faire, comme je vous l'ai dit, une petite remarque. Dans les tubes en U, les tubes qui sont au centre du faisceau sont moins longs que ceux qui sont à la périphérie. Ils sont moins longs. Donc, il faudrait avoir la longueur moyenne pour pouvoir l'utiliser dans les calculs. Donc, il faudrait faire le calcul de toutes les longueurs, aussi bien celles qui se situent à l'intérieur, les tubes qui se situent à l'intérieur, que ceux qui se situent à la périphérie, c'est-à-dire à l'extérieur du faisceau. Bien, une dernière chose, enfin, il y a deux choses encore. Celle-là, vous l'avez compris, les tubes en U sont cintrés à partir de longueur bien sûr standard. Vous choisissez une longueur qui va être cintrée, puis ils vont être coupés, ces tubes vont être coupés pour pouvoir faire l'aller-retour et être, on va dire, soudés sur la plaque tubulaire, l'unique plaque tubulaire fixe. Dernière chose, oui, la longueur de la partie cintrée. J'ai déjà parlé de ça, je m'en rappelle, dans une des séances précédentes. La longueur de la partie cintrée, elle est un peu compliquée à avoir, mais comment fait-on pour l'avoir très rapidement? C'est la distance qui sépare, on avait dit, les deux axes horizontaux. Les deux axes horizontaux, la distance qui les sépare, eh bien, je suppose que c'est à peu près égal à la longueur de la partie centrée. Voilà. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, il y a maintenant une question qu'on va poser, certainement par rapport au fait, si je ne peux pas respecter, si je fais mes calculs, et à ma grande surprise, quand j'ai choisi une longueur en rouge, je trouve que je n'entre pas dans cette gamme. Que faire? Voilà. Si l'inégalité que stipulée plus haut n'est pas respectée, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bien, tout simplement, mathématiquement, quelqu'un dira, il faudra jouer sur L et sur DC, évidemment. Mais en fait, il faudra juste jouer sur L. Pourquoi? Parce que vous voyez que quand je change L, je change brusquement la longueur. Et ce n'est pas une petite longueur comme les diamètres. Donc juste en changeant L, je peux entrer dans cette gamme, variant de 5 à 10. C'est ce que je disais. Alors, donc changer L, pour faire varier DC, il faut que DC varie considérablement, c'est-à-dire changer les dimensions des tubes. Et ça, c'est pas normal, c'est pas possible plutôt. Nous avons dit qu'on se situait dans les tubes que nous classions comme étant petits, qualifiant comme étant petits. Par conséquent, vous voyez, les variations sont infimes. C'est-à-dire que les variations du diamètre ne vont pas affecter de manière significative l'inégalité, puisque le diamètre du tube, qu'est-ce que je disais? Oui, puisque, bon, je n'ai pas encore parlé de ça, mais le diamètre de la calandre va dépendre du diamètre du faisceau, qui lui dépend du diamètre des tubes. Bon, bref, il faudrait juste comprendre que pour pouvoir entrer dans cette gamme, j'ai plutôt intérêt à faire varier L, la longueur totale des tubes, la longueur des tubes.
plutôt que DC. Maintenant, si je suis presque dans l'inégalité, je suis juste au-dessus ou en dessous, je peux jouer sur le diamètre des tubes. Mais sinon, si je me situe carrément à l'extérieur, il vaudrait mieux jouer sur la longueur. Par exemple, si vous avez choisi une 3,66, vous optez pour 2,44 si c'est trop grand, si vous êtes à l'extérieur, si c'est trop grand. Voilà, normalement, nous avons fini cette partie. L'alignement, je lui prévois une séance avec le reste, c'est-à-dire parce que c'est un peu long, je vais arrêter cette séance là, ici, et je vous retrouve lors d'une prochaine séance, ça sera la 16e séance, où je vais parler de la suite, c'est-à-dire je parlerai de l'alignement, de ce qui reste, c'est-à-dire, et voici ici, l'alignement, le type d'échangeur, les affectations des fluides côté tube et côté calandre. Donc je parlerai de ces 3 points dans la prochaine séance, ou bien lors de la prochaine séance. D'ici là, portez-vous bien, et à très vite, je l'espère. Merci. Au revoir.